On s'intéresse, comme je vous l'avais annoncé, aujourd'hui à une pathologie autrefois appelée la maladie des rois, car plus fréquente chez les gens qui mangent des aliments riches et qui boivent un peu trop d'alcool. La goutte, cette maladie chronique est au cœur de la chronique santé de Génial Afula Moussi Aboka. Comment la reconnaître? Comment reconnaître, j'allais dire, une crise de goutte? Comment la soigner? Que faut-il changer dans les habitudes lorsqu'on en est atteint? Génial, bonjour. Bonjour, Amand. Comment allez-vous? Bien, et vous aussi, j'espère. Ben, ça va, Dieu merci. Nous y sommes encore pour tenir la tranche, comme on le dit. Avec plaisir. Et bonjour aux téléspectateurs également. Vous l'avez annoncé, hein, on parle de la goutte aujourd'hui. Et ce sera avec le docteur... Merci. Voilà, merci bien pour le rappel. Alors, déjà d'entrée de jeu, merci beaucoup pour la promptitude. Je le remercie parce que hier, vous savez un peu ce qui s'est passé. Donc, pour la promptitude, merci à vous. Alors, d'entrée de jeu, hein, la goutte, concrètement, en tant que rhumatologue, dites-nous ce que c'est. Merci beaucoup, madame. La goutte, c'est une maladie des articulations, une maladie inflammatoire des articulations liée à la présence des microcristaux dans l'articulation. Et ces microcristaux résultent le plus souvent, ou j'allais dire, qui résultent d'une surcharge massive et prolongée de l'organisme en acide urique, qui est un produit le produit final de dégradation des bases purines. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Quand on me parle de gouttes à la base, parce que c'est plus physique, a priori j'ai toujours pensé que ce seraient les dermatologues qui s'en occuperaient. Donc moi je veux bien savoir, est-ce que c'est une maladie qui se soigne de façon conjointe entre rhumatologue et dermato, ou c'est uniquement votre domaine d'intervention? En fait, la goutte, c'est une maladie articulaire d'abord. Quand vous commencez par voir ces manifestations cutanées, vous êtes déjà dans la phase de complication, vous êtes déjà dans la phase chronique. Okay. Sinon, c'est tout d'abord une maladie articulaire. D'accord. Alors, docteur, on a vu tout à l'heure, on va voir avec la réalisation cette image de ce monsieur debout, avec ses articulations, ses phalanges à la limite enflées. L'image précédente, si vous voulez bien, voilà celle-là. Est-ce que ça aussi, c'est une goutte avancée? C'est une goutte très avancée déjà, parce que nous sommes à l'étape des tophiles. Hein. Tophiles, c'est-à-dire... Les tophiles, c'est les boules que vous voyez sur l'articulation. D'accord. Et ces boules nous disent, nous autres, qu'il a la maladie depuis environ moins 10 ans. Ah oui? Oui. Parce qu'au début, il n'y a pas du tout de boules. C'est une inflammation des articulations que vous avez, c'est-à-dire douleur avec gonflement des articulations que vous avez au départ, et il n'y a pas du tout de boule. D'accord. Et j'ai essayé de lire à gauche, à droite, de faire quelques petites recherches sur la maladie. Je ne connaissais pas vraiment. Il paraît qu'une surconsommation de viande rouge peut être à la cause de cette pathologie. Et il y a aussi une viande qui est pointée du doigt, le fameux cliché de nos amis du Sahel. Effectivement, un écart de régime, surtout en ce qui concerne les viandes rouges, est à l'origine de cette maladie. Il faut dire que l'alimentation apporte le tiers de notre pôle d'acide urique. Il n'y a que nous-mêmes, dans notre organisme, il y a une production quand même au niveau du foie et au niveau du renouvellement des cellules, il y a une production d'acide urique. Mais le tiers de tout de notre pôle vient de notre alimentation, et surtout l'alimentation riche en viande rouge. Le cliché, je pense que c'est une viande rouge, la viande de bœuf, voilà, la viande de mouton, la viande de gibier et autres, c'est des viandes rouges. Et donc ça peut contribuer à augmenter l'acide urique. Et quand l'organisme est soumis à une augmentation de façon prolongée en acide urique, finalement, on est atteint de cette maladie. Et il y a une forte population de notre pays, notamment ceux du septentrion, qui sont vraiment très, je vais dire, la viande est hyper présente dans l'alimentation. Surtout ceux du septentrion, il y a un bas de poisson limite. On rentre dans la brosse, on va tuer, je sais pas, 2-3 choses, et puis bon, voilà, le repas, il est prêt. Est-ce que ceux-là, ils sont exposés à faire une goutte? Oui, plus ou moins, ils sont plus exposés, mais
La goutte survient sur un terrain particulier. D'accord. La goutte ne survient pas chez tout le monde. Il y en a qui ne mangent pas assez de viande rouge, mais pourtant vont faire la maladie parce qu'ils ont un terrain métabolique. Quand je dis terrain métabolique, c'est qu'ils ont l'hypertension artérielle, ou ils ont le diabète, ou ils ont beaucoup de cholestérol dans le sang. C'est des terrains qui sont favorables à la survenue de la maladie. Et donc, nos frères du Nord ne sont pas plus exposés que ceux du Sud. C'est sur un terrain particulier que la maladie apparaît. Ce qui nous amène justement aux causes, justement, parce que là, on parle de l'alimentation, terrain favorable, justement. Quels sont ces facteurs-là qui peuvent favoriser la chose? Comme on l'a dit, c'est l'écart de régime, c'est la surconsommation ou bien la richesse de notre alimentation en base purine, en viande rouge. Mais en dehors de ça, il y a le terrain métabolique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quels sont des autres facteurs aussi? C'est des facteurs génétiques. Quand vous êtes né dans une famille où les gens sécrètent, fabriquent plus d'acide urique, vous êtes plus exposé que d'autres. Et donc, vous n'avez pas besoin de manger beaucoup de viande avant d'avoir la maladie. Et la maladie se déclenche, comme je l'ai dit, sur un terrain favorable, déclenché par les infections, déclenché par le port d'une chaussure serrée, par exemple, par des micro-traumatismes. Ça survient. La crise survient. Ou un écart de régime. Un écart de régime. Mais tout à l'heure, vous disiez, par rapport à la photo qu'on avait sur l'écran, vous avez parlé de 10 ans. On en est déjà peut-être à 10 ans. Ça veut dire qu'au début, ce n'est pas forcément physique. Du coup, quels sont les premiers signes? Qu'est-ce qui peut attirer l'attention pour aller vers un spécialiste? Les tout premiers signes, c'est des douleurs au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Ça, c'est vraiment le signe d'alarme. Si vous avez mal au niveau du gros orteil, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, le gros orteil, c'est le plus gros des orteils là. Et au niveau... C'est d'ailleurs ça son nom, le gros. Le gros, voilà. Le gros, le grec, le médian. Voilà. Donc, si vous avez des douleurs au niveau du gros orteil et vous avez l'impression que ça a gonflé, là, il faut aller consulter un médecin le plus rapidement possible. Je précise que c'est le rhumatisme le plus fréquent chez l'adulte du sexe masculin. C'est d'abord la chose des hommes et ça vient bien plus tard chez la femme après la ménopause, la plupart du temps. Donc on ne va pas dire que la cible c'est uniquement la jante masculine, mais c'est beaucoup plus répété ou constaté chez les hommes, c'est bien cela? Bien sûr, bien sûr. Comment ça s'explique? En fait, l'acide urique chez l'homme est plus élevé que chez la femme, naturellement. Okay. Je ne sais pas, c'est Dieu qui nous a fabriqués ainsi. Et il faut dire que les hormones féminines protègent la femme tant qu'elle est encore en période de reproduction. Et c'est à la ménopause que les hormones féminines régressent et là, la prévalence tend à s'égaler entre les hommes et les femmes. Et donc, dès l'âge du coït, chez le sujet de sexe masculin, il peut faire la goutte. Mais les jeunes filles ne font pas souvent la goutte. D'accord. Pas souvent. Alors, comment est-ce qu'on diagnostique le mal? Alors, je disais tout à l'heure que c'est sur un terrain particulier. Et donc, on recherche des terrains particuliers. Et les signes fonctionnels que nous avons le plus souvent, c'est la douleur, le gonflement et puis l'inflammation, l'impotence fonctionnelle que ça génère. À part ça, nous avons peut-être des fébricules et arrivé à l'hôpital, il y a un petit prélèvement qui sera fait du liquide et on va rechercher au niveau du liquide articulaire des microcristaux durables de sodium. Et c'est ces cristaux qui signent vraiment la maladie. D'accord. Alors, docteur, on pointe du doigt également certaines molécules contenues dans des médicaments utilisés pour traiter la tuberculose, mais également les maladies cardiaques. De même que l'administration de l'aspirine à faible dose sur une longue durée. Effectivement, c'est décrit dans les livres et c'est effectif aussi. Nous avons vu des cas où c'est des diurétiques utilisés pour l'hypertension qui donnent la maladie, ou alors l'aspirine
à faible dose que nous utilisons pour fluidifier le sang qui déclenche la maladie. Je précise que ça ne fait que, dans la plupart des cas, déclencher la maladie. Sinon, la surcharge en acide urique est déjà là et ces médicaments viennent déclencher un peu la maladie. Et dans la tuberculose, effectivement, il y a l'isoniazide qui est dans le traitement de la tuberculose qui peut aussi déclencher la maladie. D'accord, donc quelqu'un qui est hyper tendu et qui s'adonne à une surconsommation de viande rouge s'expose littéralement. Absolument, et dans ces cas, on discute souvent avec le cardiologue pour qu'il puisse changer le médicament ou alors avec le patient pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente dans tous les cas. Alors moi, je veux revenir un peu sur le cas de produits, enfin, voilà. Il faut que ce soit clair, ce n'est pas que ces médicaments ou ces produits-là créent la chose. Produisent l'acide. Voilà, c'est plutôt que le corps est déjà prédisposé. C'est bien cela, hein, bien ça. Et que ces médicaments peuvent justement déclencher et mettre ça en lumière. Voilà. C'est bien cela. Bien sûr. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de diagnostic. Maintenant, les crises, quand on parle de la goutte, les crises, est-ce que c'est à vie? Ou est-ce que, je dis, ça se déclenche de temps à autre ou bien vous vivez avec une fois que ça se déclenche définitivement? Oui, les crises de goutte surviennent de façon répétée. Et pourquoi? Tant que le facteur acide urique très élevé est là et tant qu'il y a des éléments pour déclencher la crise, ça va se répéter. Mais si on arrive à stabiliser, à garder un taux d'acide urique raisonnable dans le sang, parce que vous savez, l'acide urique est normalement éliminé dans les urines. 70% de l'acide urique est éliminé dans les urines et 30% dans l'intestin par la digestion des bactéries. Et c'est quand il y a un dysfonctionnement et que l'élimination rénale est réduite, vous avez beaucoup d'acide urique dans votre sang parce que vous en consommez, parce que vous en fabriquez. Et là, c'est un terrain favorable à tout moment où vous allez faire un écart de régime. Et quand on parlait des cas de régime tout à l'heure, il y a aussi la consommation des sodas et de l'alcool. D'accord. Ainsi bien, le tabac aussi, qui peut déclencher la crise. Et donc, si l'acide urique est toujours élevé, les crises vont survenir. Mais si on arrive à garder un taux d'acide urique raisonnable, les crises sont espacées et voire même inexistantes. Vous pouvez ne pas faire des crises parce qu'on s'est dit que seuls 10% de ceux qui ont une hyperuricémie, par exemple, feront la goutte. Sinon, dans la population, il y a plus de 80% ou 90% de personnes qui ont l'acide urique élevé, mais qui ne feront pas la goutte. D'accord. Il y a des patients au Bénin, ici, à Cotonou, bien sûr, qui souffrent de cette pathologie. À Cotonou, à Porto-Novo, il y en a. Et qui vivent correctement avec... Qui vivent correctement avec. Il y en a qu'on a pu récupérer à la phase de complications. Là. Ah oui? Mais il y en a qu'on a pu diagnostiquer très tôt, mis sous traitement, ça évolue très bien. Et les boules qui apparaissent, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces boules-là? Ça peut disparaître après ou... Très difficilement. Ces boules disparaissent difficilement. Parce que quand on laisse le temps aux cristaux de s'accumuler sous la peau, ça devient compliqué de les faire partir. Et on va parfois jusqu'à la chirurgie pour faire disparaître ces boules. Donc il n'y a pas de mécanisme d'explosion? Non, il n'y a pas de mécanisme d'explosion parce que à la base, c'est des cristaux, c'est comme des sels. C'est des cristaux qui se sont accumulés sous la peau et donc c'est difficile, c'est vraiment mais difficile. De cette façon, c'est totalement désagréable. Très désagréable et c'est inesthétique effectivement parce que ça ne fait pas... Imaginez ses pieds dans les chaussures. Il doit y avoir des chaussures peut-être adaptées. Il n'y a pas de chaussures adaptées, mais bon, on fait avec. Mais comment on fait pour soulager le malade pendant la crise? Pendant la crise, nous disposons des anti-inflammatoires spécifiques à la goutte que nous utilisons pour calmer la crise. Et quand la crise se calme, on a un traitement de fond qu'on met pour empêcher l'accumulation de l'acide urique dans le sang et donc on arrive plus ou moins à maîtriser la maladie. Est-ce qu'il y a des études sur cette maladie au Bénin pour qu'on sache à peu près le pourcentage? Je ne sais pas, peut-être
De personnes touchées peut-être touchées par cette pathologie. Oui, il y a quelques études, mais c'est des études hospitalières, donc ça ne prend pas en compte toute la population, donc on ne peut pas généraliser pour dire au Bénin, voici le taux d'échantillons. Voilà, donc c'est un peu limite. D'accord, du coup, on ne peut pas en guérir, on vit avec. C'est bien ça, on ne peut pas en guérir, mais on vit avec. On peut vivre avec un taux élevé d'acide urique, mais cela ne veut pas dire qu'on doit forcément faire la goutte. Parce que quand on peut être normal, c'est-à-dire avoir beaucoup d'acide urique dans le sang sans faire de crise et sans aller vers ces complications-là. Tant qu'on a la possibilité d'éliminer suffisamment par les urines, le plus souvent, on n'est pas atteint de la maladie. Mais est-ce que quelqu'un qui est atteint de cette pathologie est donc condamné à vivre permanemment sous traitement médicamenteux? Non. C'est un traitement de longue haleine, mais on finit par enlever les médicaments et ce n'est pas que la personne doit vivre forcément avec les médicaments, mais il est connu goûteux, et quand on est goûteux, on est goûteux. D'accord. Quand on est goûteux, c'est-à-dire... Quand vous êtes diabétique, vous êtes diabétique. Voilà, donc, mais il n'est pas condamné à prendre les médicaments tout le temps, parce qu'après, il peut, avec le régime hypouricémien, c'est-à-dire le contrôle des aliments, la viande rouge qu'il ne prend pas, il boit assez d'eau et tout le reste, avec ces mesures, on peut être déjà équilibré sans être sous médicaments à vie. Mais quand vous êtes goûteux à vie. Tant que vous avez des comportements, des cas de régime, ça peut revenir à tout moment. Du coup, la prévention de la crise, ça passe par... Ça passe par l'alimentation. L'éviction de la viande rouge, l'éviction de l'alcool, du tabac, le contrôle des maladies métaboliques. C'est-à-dire, si je suis hypertendu, là, il faut contrôler l'hypertension. Si je suis diabétique, il faut contrôler le diabète. Mais si tout ça n'est pas contrôlé, la maladie va surgir de plus belle. D'accord, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors oui, justement, on a commencé par en parler, ce qu'il faut changer dans les habitudes lorsqu'on en est atteint, c'est bien sûr revoir son alimentation, éliminer déjà les viandes rouges, les viandes blanches, les viandes blanches, pardon. Les viandes blanches peuvent être consommées, mais en prenant soin de ne pas manger la peau, puisque la peau est riche en acide urique. Est-ce qu'on peut manger du poulet? Oui, on peut manger du poulet sans manger le blanc du poulet, c'est ça? Oui, c'est la chair qu'il faut manger. La chair du poulet et laisser la peau. On a l'impression que le caractère caillé de la peau donne une saveur particulière. Vous voyez mon visage. Tout ce qui est trop bon aussi peut ne pas être bon pour l'organisme. N'est-ce pas? C'est dommage. C'est dommage. On veut se débarrasser de la peau. De toutes les bonnes choses. De toutes les bonnes choses. Et généralement, les médecins vous refusent ce qui est intéressant. C'est bizarre. Ce que vous trouvez intéressant, c'est-à-dire lorsque vous prenez le repas, on dit, franchement. C'est la partie la plus importante. Qu'il faut laisser de côté. Mais il y a l'activité physique aussi qu'il faut pratiquer pour éliminer l'acide urique de l'organisme. Toujours. La marche. Et boire beaucoup d'eau surtout. Parce que le tout ne suffit pas de ne pas manger la viande. Si vous ne buvez pas d'eau, vous n'allez pas éliminer et donc ça va s'accumuler et vous allez faire la maladie finalement. Alors que l'autre, il mange plus de viande, il boit plus que vous, il fait plus d'exercice, il n'aura pas la maladie. Finalement, c'est quoi la quantité exacte, la quantité d'eau à boire au quotidien? 2 à 3 litres d'eau. Ah ouais. 2 litres. À partir de 2 litres, si vous buvez moins de 2 litres, c'est que vous n'êtes pas encore bien hydraté. Vous n'êtes pas encore bien hydraté. D'accord, très bien. Alors, j'imagine un cocktail Molotov, quelqu'un qui fait de la drépanocytose et qui ne boit pas de l'eau et qui est amené à faire une goutte. C'est très compliqué à gérer. C'est pas une bonne combinaison. Parce que c'est des douleurs très très aiguës et très intenses, difficiles de supporter ces douleurs-là. Parce que derrière la drépanocytose, les articulations. C'est pas simple. On va peut-être revenir sur. Donc, en conclusion, il faut boire de l'eau. Drépanocytose, ce sera avec vous aussi? Drépanocytose, ça sera probablement avec l'hématologue. D'accord. Ça, c'est une maladie du sang? C'est une maladie du sang qui
qui a des répercussions sur l'os. C'est vrai que nous voyons les complications après, mais c'est le spécialiste de la drépanocytose, c'est l'hématologue. D'accord. On parle aujourd'hui de greffe de la moelle osseuse comme une solution potentielle pour en guérir définitivement. Des expériences ont eu lieu déjà ailleurs et le taux de satisfaction est pas mal. Est-ce qu'au Bénin ça existe déjà? On n'en sait rien. Pas encore. En tout cas, je pense qu'ils sont à pied d'œuvre. L'équipe est en train d'être étoffée, l'équipe des hématologues. Au Bénin, on a un peu plus d'hématologues qu'auparavant, donc je pense que d'ici là, ça va venir. D'accord. On y reviendra. Merci beaucoup, génial. Voilà, merci à vous, docteur Michel Massy. Et vous êtes rhumatologue, je tiens à le rappeler, parce qu'au début, j'ai écorché un peu. Voilà, merci à vous. Merci. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup, docteur. Je pense que les téléspectateurs en ont appris davantage et savent désormais les comportements déviants sur le plan alimentaire à éviter pour ne pas éventuellement faire une goutte, bien sûr, parce que c'est une maladie difficile qui peut vous ruiner aussi, parce que le traitement, c'est pas là pour tout le monde. 5 sur 7 matin, on ouvre à présent la page environnement. C'est avec William Apollinaire Tchouki, jamais indétrônable. Il tient toujours sa place, en tout cas toujours presque. Et il est là encore avec nous ce matin. À tout de suite.